Alors, tout le monde a mis sa petite météo du jour avec son petit avatar, donc ça c'est top. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez un numéro 2. Donc là, on va commencer dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a bien en main l'outil, normalement. Donc là, vous avez des petits post-it. Donc j'en ai mis un certain nombre. Après, si vous en voulez plus, vous pouvez en prendre plus. Vous en avez sur le côté ici. Il suffit juste de faire un glisser-déposer. Tac. Ou bien, si jamais vous ne voulez pas faire comme ça, voilà, vous pouvez le supprimer. Si ça veut marcher. Ça lag un peu, c'est normal. Hop là. Ou sinon, vous faites un copier-coller d'un post-it qui est déjà sur la page. Alors, l'idée, c'est de commencer en trois temps. L'ergonomie, définition. Alors, l'ergonomie, c'est, donc là, vous avez des post-it jaunes pour remplir, pour compléter la phrase. Ensuite, sur les post-it roses, vous avez l'ergonomie des interfaces. Donc là, c'est plus précis, c'est plutôt sur les interfaces CR1. Et donc là, vous avez des post-it roses et une interface ergonomique quand, et là vous avez des post-it verts. Donc l'idée c'est juste de compléter la phrase avec les idées qui vous viennent. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein. L'idée c'est qu'on partage ensemble un petit peu notre vision de ce qu'est l'ergonomie. Donc je vous laisse compléter ça. Alors, si on regarde ensemble, si j'arrive à bouger les trucs. Alors, les post-it jaunes, on avait l'ergonomie C, donc j'ai pensé à des choses pour qu'elles soient pratiques, la perception d'un service par un produit par l'utilisateur, rendre un produit simple à utiliser par un humain. Donc peut-être qu'on peut mettre, donc là c'est des choses pratiques. Ensuite on a la notion comme quoi c'est lié pour des humains. J'arrive pas à bouger les trucs. Je vais rassembler. Hop. Ok. Navigation simple. Ok, très bien. Ensuite, l'utilisabilité de quelque chose, sa facilité d'utilisation, effectivement, c'est top. Optimiser l'expérience utilisateur, oui, très bien. Ensuite, on a rendre un support visuel attractif. Ok, donc ça c'est encore une autre notion, l'attractivité. Une interface claire, donc oui, ça c'est lié à tout ce qui est utilisabilité, mais c'est aussi lié peut-être à tout ce qui est attractivité également. Fluide, pratique. Bon, bah, je vois que vous avez quand même de très bonnes connaissances. Adapter un service aux utilisateurs. Ok. Adapter ces services pour que l'expérience utilisateur soit la meilleure. Ok, donc déjà, je vois que vous avez quand même des mots assez techniques d'expérience utilisateur, etc. Donc ça, c'est bien. Ok, très bien. Bon, je passe rapidement, comme ça, je regarde mon timing pour voir où j'en suis. Ok. Bon, ça va, on est dans les temps. Ok, donc on a quand même tout ce qui est lié à l'humain, effectivement, tout ce qui est lié à l'utilisabilité, donc la facilitation d'utilisation, donc ça c'est très bien. Vous avez parlé d'expérience utilisateur également. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir pas mal de ce qui a été indiqué ici. Ensuite, si on prend les roses, donc l'ergonomie des interfaces sert à, donc vous avez déjà dit un petit peu dans tout ce qui était jaune en fait, effectivement il y a des points qui se font. Rendre les services accessibles à tous, oui. Ça c'est une bonne notion aussi parce que tout ce qui est accessible, ça peut vouloir dire accessibilité. Donc effectivement, accessible à tous, ça veut dire aussi personnes peut-être en situation de handicap également. Donc il y a des choses intéressantes ici aussi. Rendre sympa l'utilisation d'un produit. Donc c'est vrai que tout ce qui est plaisir, etc. d'utilisation, c'est important également. Je vais peut-être surligner, enfin cliquer les trucs que je lis, ce sera plus facile pour vous. Simplifier des processus complexes. Oui, c'est vrai que quand c'est compliqué, bah, oui, effectivement, des fois, il y a des process qui sont complexes et quand on le met sous forme d'interface, ça peut être beaucoup facilité. Faciliter la compréhension et la réalisation d'actions, oui. Facilite la vie des gens, oui, c'est ça. Donc en fait, c'est lié pas mal à ce que vous avez dit dans les idées jaunes. Hein.
Mieux comprendre comment s'orienter, comprendre le chemin intuitivement. Hop, ça je l'efface. S'orienter facilement, ok. Optimiser les interactions homme-machine. Donc là aussi, c'est du vocabulaire les interactions homme-machine. IHM, on dit des fois aussi. Naviguer facilement, améliorer, adapter son utilisation, faciliter l'achat, faciliter la compréhension d'un outil et de son utilisabilité, gagner du temps, etc. Donc effectivement, gagner du temps, c'est tout ce qui est efficacité. Et ensuite, voilà, ok, top. Donc on a pas mal de choses très intéressantes. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent rajouter des choses déjà là-dessus ? Hop, je reprends le chat. Bon, a priori, ça va. Ok. Ensuite, en vert. Alors, une interface est ergonomique quand ? Voilà, je suis trop descendue. L'utilisateur est autonome. Oui, il y a une citation. Alors, je ne sais pas d'où ça vient cette citation, mais j'aime bien l'utiliser. C'est que on dit qu'une interface, c'est comme une blague. Si on a besoin de l'expliquer, c'est qu'elle n'est pas bonne. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je ne sais pas de qui c'est, mais c'est assez drôle. Ça résume bien. Donc c'est ce que je dis aussi souvent aux clients, des fois des clients qui disent bah oui mais nous on aimerait faire une interface mais on va faire des formations, les gens sont formés, c'est pas un souci. Bah oui mais s'ils ont besoin d'une formation, c'est que l'interface n'est pas forcément adaptée à leurs besoins. Il faut normalement, si c'est bien fait, ils devraient trouver tout de suite les éléments dont ils ont besoin. Alors simple à comprendre, utilisation facilitée, elle est utile, utilisable, efficace et mémorable, oui. Elle permet de réaliser la tâche que l'on souhaite faire. Elle est facilement compréhensible, accessible, simple, rapide à prendre en main. Donc, ok, donc ça rejoint pas mal dans ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Ok, bah super. Est-ce qu'il y a des éléments que vous vouliez rajouter ? Parce que vous avez pas, vous connaissez pas mal de choses déjà. Ok. Alors, je vais essayer de dézoomer. Du coup, j'avais prévu quelques... Ah, il y a des petits post-it qui se sont perdus. Hop, je vais enlever ça. Tac, tac. Alors, si j'arrive, ça... Quand on est nombreux comme ça, la dernière fois j'ai fait un atelier avec ce truc-là, ça marchait bien parce qu'on était 12. Mais là, à autant, c'est un peu plus long. Mais bon, on va y arriver. Alors, je vais... unlock. Ok. Voilà. Donc, ah bah il y a encore des post-it qui se sont cachés dessous là. Il y a des trucs qui se sont glissés dessous. Hop, on va aller en mettre gentiment. Je pense que vous avez dû galérer du coup si ça s'est mis dessous, mais je ne savais pas que c'était possible. Bon. Alors, ce que j'ai prévu, je vous ai mis des petites définitions et tout, mais je vais passer rapidement. L'idée, c'est juste que vous ayez des choses en tête. Le terme, en fait, ça vient, l'ergonomie, ça vient de travail, en fait. Moi, ce que je dis pour simplifier les choses, c'est que l'ergonomie, c'est pour améliorer les conditions de travail, en fait. Donc, à la base, c'est vrai que l'ergonomie, c'est assez large. Ça va de l'ergonomie, par exemple, des postes de travail, donc la hauteur des chaises, de la table, qu'on soit bien positionné, qu'on ait pas mal au dos, etc. Il y a cette partie-là. Il y a l'ergonomie des interfaces, dont on a pas mal parlé, en fait, dans l'intro. Et ensuite, il y a l'ergonomie organisationnelle, donc c'est comment on va réorganiser, par exemple, un service. Par exemple, les RH ont besoin de restructurer un service parce qu'il y a des suppressions de postes ou des choses comme ça. C'est faire en sorte justement que le service, tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de confrontation entre différents services qu'il y a au sein de l'entreprise, tout ce genre de choses. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est important, c'est ce que vous avez déjà dit, hein, c'est centré sur l'humain. Donc c'est l'ergonomie, c'est partir des utilisateurs pour concevoir. Donc, au lieu de partir de quelque chose qu'on avait appelé technocentré,
on va plutôt faire de l'anthropocentré. Donc en fait, technocentré, c'est que on va d'abord penser à la solution technologique. On va se dire, bah, ok, j'ai une nouvelle solution technologique, par exemple, je dis n'importe quoi, on a inventé les écrans tactiles. Comment je vais faire pour vendre ces écrans tactiles-là aux gens? Donc ça, c'est technocentré. Être anthropocentré, c'est plutôt, on va s'intéresser d'abord aux besoins des gens et ensuite, on va concevoir quelque chose. Donc c'est vraiment deux approches qui sont assez différentes. Donc vraiment, tout ce qui est ergonomie, expérience utilisateur, etc., c'est vraiment plutôt une démarche voilà, anthropocentrée. Donc ça, c'est un point important. Je pense que c'est bien de l'avoir en tête. Et ensuite, en dessous, donc vous avez voilà, les grands principes d'une bonne ergonomie. Donc il faut qu'elle soit utile. Donc j'ai vu que ça a été marqué dans certains post-it. Il faut qu'elle soit utile. Donc bah, ça, limite, ça paraît évident, mais en fait, bah, c'est pas toujours le cas. En fait, hein. Faut quand même faire quelque chose qui soit utile, qui soit utilisable. Donc ça, c'est plus tout ce qui est facilité d'utilisation, fluidité, etc. Et il faut que ce soit efficace aussi, pas passer trop de temps à faire une tâche, etc. Parce que si, imaginons, on me met entre les mains un logiciel que je dois utiliser pour le travail, si c'est pas efficace, ça va être compliqué. Pareil, si j'ai besoin de faire mes courses avec, je sais pas, avec une application en ligne ou je ne sais quoi, si c'est pas efficace et que je mets 3 jours à faire des courses, ça va pas aller non plus. Et ensuite, j'ai rajouté donc non dangereuse, qui donne de la satisfaction, donc ça que je l'ai vu aussi, la satisfaction, et parfaitement intégrée dans un écosystème. Aussi, ça c'est quelque chose que j'aime bien rajouter, parce que c'est quelque chose qui est souvent oublié, c'est que l'interface, même pas forcément que l'interface, mais là je parle des interfaces parce que c'est plus mon domaine, il faut vraiment qu'elle soit intégrée dans l'écosystème. Il faut penser vraiment à tout. Parce que, imaginons, vous allez sortir un site e-commerce, si vous ne pensez pas à comment on va faire les livraisons derrière, qui est-ce qui va livrer, bah, du coup, vous pouvez pas mettre sur votre interface des bonnes informations. Qui est-ce qui va livrer? Est-ce que je mets ces livraisons à domicile? Est-ce que je mets livraison en point relais, etc. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut que vous pensiez quand vous concevez quelque chose. Il faut vraiment tout prendre en compte. Pareil, prendre en compte aussi les humains qui vont travailler dans l'entreprise. Si j'ai un service de livraison, qui est-ce qui va gérer les stocks? Qui est-ce qui va gérer les livraisons, etc. Ça, c'est des choses aussi à prendre en considération. Donc, c'est pour ça que je l'ai rajouté aussi, parce que souvent, c'est des choses qu'on oublie, alors qu'en fait, c'est hyper important. Parce que ça va participer à votre expérience globale. Si votre interface, elle est nickel, qu'elle est parfaite, mais que vous n'avez pas les bons services derrière, ça ne sert à rien. Et ensuite, j'ai fait un focus sur les critères. Donc, est-ce que déjà, vous avez des questions juste par rapport à cette partie? Non. Ok. Ah, des coupures de son. Ah, désolé. J'espère que vous n'avez pas trop loupé de trucs. Pourtant, j'ai pris une licence Zoom et normalement, ça marche bien. Donc, ok. Des petites, ça va, mais ça reste Mais light. ouais, je pense que tu as une compétition entre Mural et Zoom en fait, parce que c'est à partir du moment où tu as commencé à utiliser Mural que ça a commencé à couper. D'accord. Et dès que tu bouges un peu trop, je pense qu'il y a une compétition à ce niveau-là. Ok, d'accord. Ok. Bon, je vais essayer de pas trop bouger sur le mural alors. Ça marche. Ok, donc si on s'intéresse maintenant aux critères, donc en fait, tout ça, c'est vraiment les grands principes de l'ergonomie. Après, pour faire une interface, donc là, je vais m'intéresser spécifiquement aux interfaces. Donc les interfaces, c'est tout ce qui est un écran ou des boutons, des choses comme ça. Ça peut être un tableau de bord de voiture, ça peut être un site qui vend des chaussures, j'en sais rien. Ça peut être, voilà, tout ça, c'est des interfaces. Du coup, les critères d'ergonomie, je me suis basée sur les plus connus, c'est les critères de Bastien Esquinpin, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Ils sont apparus en 93, mais ça paraît peut-être un peu vieux, ce qui est le cas, effectivement, mais c'est toujours d'actualité. Franchement, quand on travaille même sur des interfaces tactiles ou n'importe quelle interface, si vous connaissez ces critères-là, sincèrement, vous avez déblayé une bonne grosse partie des problèmes d'ergonomie qu'on peut avoir sur une interface. Donc à côté, je vous ai mis là où il y a les petits schémas, là, les petits dessins là, qui sont jolis. C'est UX République qui a fait ça. Donc voilà, c'est vraiment une mise en image en fait des différents critères. Je vois qu'il y a un post-it qui se balade, je vais l'enlever. Donc voilà, ça résume, en fait, il y en a 8. Donc c'est sur ça que j'ai envie qu'on travaille ensemble, vraiment que vous appreniez en fait à les maîtriser en fait. Donc c'est le but de la suite de l'atelier.
Donc, ce que j'ai prévu de faire, c'est de vous faire travailler en petits groupes. Ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde et plus agréable. Comme ça, vous pourrez vraiment travailler en mode un peu plus atelier. Donc, alors, je vais vous les lire rapidement, mais l'idée, c'est que vous puissiez... Enfin, je ne vais même pas vous les lire, je vais juste vous... Enfin, même pas, je ne sais même pas si je vais vous les lire. Je pense que vous allez plus les prendre en... vous allez le découvrir, en fait, directement quand vous allez rentrer en workshop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que à partir de maintenant, je vais vous mettre dans des salles. Donc, vous allez être 3-4 par salle, en fonction des salles. Chaque salle a un nom avec un animal. Donc, attendez, je vais dézoomer ça. Et je vais vous faire découvrir le gros truc. Mode workshop. Alors, unlock. OK. Là, ça lag pas mal quand même. Oula, je l'ai déplacé en fait le truc. Non, c'est bon. Oh là là. J'avoue que c'est un peu la cata là. Bon. Voilà. Je le supprime. Voilà, c'est bon. Donc vous voyez, vous avez chacun, vous allez être répartis dans un groupe. Donc vous avez le groupe girafe, le groupe éléphant, etc. Et vous allez devoir travailler dans chaque groupe sur dans votre petit carré où vous avez toutes les consignes qui sont déjà expliquées. Donc les consignes, c'est grosso modo, c'est trouver la définition et être capable d'expliquer chaque critère. Donc chacun, vous avez 2 critères qui sont choisis au hasard. Donc par exemple, si je prends le groupe girafe, il a le critère guidage et le critère homogénéité, cohérence à travailler. Pour chaque critère, donc, il a la définition avec les petits post-it violets. Il a ensuite des exemples à trouver, soit sur Internet ou sur le téléphone, comme vous voulez. Des exemples de bonnes ou de mauvaises pratiques à trouver. Donc, faire des captures d'écran et les coller dedans directement. C'est le petit post-it rose. Et après, parfois, alors c'est pas toujours le cas, mais je l'ai quand même mis parce que c'est intéressant. Peut-être que ce critère est lié à des éléments de psychologie cognitive. Donc, psychologie cognitive, c'est peut-être tout ce qui est la mémoire, l'apprentissage, enfin des choses comme ça. Des choses qui vous viennent dans votre tête, des choses qui vous parlent, qui vous dites, ah, c'est peut-être lié parce que des fois on n'a pas assez de mémoire, etc. C'est vraiment des choses de manière intuitive qui vous viennent. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, ça c'est pas un souci. Moi je vous donnerai quelques éléments qui sont issus de recherches en psychologie cognitive. C'est juste en bonus, si vous arrivez à trouver ça, c'est top. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions avant que je vous mette dans vos salles? Est-ce que c'est normal qu'il y ait des étiquettes avec des noms d'avatars qui se baladent? Je sais pas. J'ai pas des avatars qui se baladent. C'est la souris de chacun, en fait. Ah oui, c'est la souris de chacun. Mais comme vous allez être par petits groupes, ça sera moins dérangeant parce que vous allez être 3-4 sur votre écran. Donc du coup, vous n'aurez pas tous les autres. Vous allez chacun être répartis. Ok. Bon, je vous envoie dans les salles. De toute façon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir vous voir dans les salles. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer par chat et je vais passer dans vos salles au fur et à mesure. Ok? Allez, c'est parti. Bon, ça va? Vous avez assez de temps quand même pour réfléchir à tout ça ou pas? Ouais, parfait. Ouais, ok. Ouais. J'essaie de voir un peu si le timing en ligne est cohérent. Nous, c'était un petit peu court, nous. Ah, ok, d'accord. Ça marche. Est-ce qu'il y a tout le monde? Non, ça a l'air bon. Parfait. Donc alors, ce que je vous propose, c'est que chaque groupe passe et présente un des critères, donc je vais vous dire lequel. On va commencer par les girafes. Alors, vous pouvez aller voir sur le tableau des girafes, et les girafes vont devoir nous présenter le critère de guidage. Est-ce que quelqu'un veut bien prendre la parole chez les girafes? Oui, je veux bien. Mmh. Du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit effectivement? Pardon, Oui, désolé, je vais juste dire aux participants peut-être d'essayer d'enlever les souris de l'écran, enfin, pour qu'on voit les post-it. Merci. Oui. Du coup, comme effectivement on s'est concerté, donc le mot qui revient surtout, c'est l'orientation de l'utilisateur dans ses actions
dans l'interface. C'est savoir l'emmener là où lui veut aller, mais là où aussi nous, on veut chercher à l'amener. Donc, ça dépend aussi un petit peu les éléments. Donc, c'est un peu l'idée d'une boussole, en fait, de savoir guider, donc qu'il puisse savoir où il est, et où il veut aller, où il était. Et voilà. Et du coup, c'est d'avoir aussi derrière, en cas que ce soit des erreurs ou peu importe ce qu'il fait, mais qu'il ait toujours un accompagnement de l'interface dans ce qu'il fait dans ses actions. Ok. Dans les bonnes ou mauvaises pratiques, on en a mis plusieurs. Du coup, il y avait l'exemple d'une landing page, voilà, où l'utilisateur se rend et en fait, c'est pas du tout là où il voulait aller. En fait, ça correspondait pas à ce qu'on lui avait promis ou proposé. Il y avait le côté ne pas avoir de feedback, par exemple, dans un formulaire. Si on propose un champ, quoi que ce soit, et qu'on dit il y a une erreur, mais on ne lui dit pas quelle est la cause, en fait, pourquoi il y a cette erreur-là. Donc forcément, il ne sait pas comment réagir forcément. Donc là, il a besoin d'être guidé. Il y a le step-by-step pour un formulaire pareil, pour l'accompagner, pour remplir correctement ce formulaire. Voilà. Connaître la cause du problème pour le régler, donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit pour le formulaire tout à l'heure. Quand on ne sait pas ce que c'est, quand on ne sait pas d'où vient le problème, mais on peut pas, il n'est pas guidé pour résoudre ce problème-là tout seul. Il y avait l'exemple aussi d'avoir deux boutons qui sont proches, qui sont similaires, mais derrière, on lui propose deux actions totalement différentes. C'est-à-dire que là, on l'induit en erreur et on le guide pas de la bonne façon. Oui. Et il y a le côté notification aussi, pour dire, bon, ben voilà, ça s'est bien passé. C'était donc pour lui dire, bon, mais t'as fait, il y a le côté motivationnel un petit peu, mais c'est pour lui dire, ok, t'as bien fait ton action ou tu l'as mal faite, mais voilà. Ça peut être aussi un côté positif, de dire une notification, bravo, vous êtes bien inscrit, bravo, voilà, vous avez bien rempli votre formulaire. Ok. Donc sur les critères de psychologie cognitive, on avait pensé à la frustration, la motivation, l'expérience Léo vécue parce que on va forcément réagir tous différemment par rapport à une certaine façon d'être guidé ou voilà. Donc il faut que l'interface puisse guider tout le monde en fait, techniquement, peu importe l'expérience de la personne. Et voilà, l'importance du feedback, un feedback pertinent pour lui dire ben voilà, ton erreur elle était là ou ça tu l'as bien fait et c'est bien, continue comme ça. Ok, bah, top. Très bien. Alors du coup, ce que j'ai prévu, c'est que j'ai prévu des écrans, alors des trucs de ma formation pour compléter tout ce que vous allez me dire. Donc, alors, je suis en train de les copier. Alors, je vais copier ça d'abord. Ou je vais les copier tout d'un coup parce que sinon ça va être pénible. Alors, c'est en train de les mettre. Ah ouais, elles sont grosses par contre. Alors, je vais les réduire un peu. Tac. Alors, je les mets un peu comme ça par-dessus, mais l'idée, c'est qu'après, je réorganiserai le truc. Là, c'est juste parce que je veux aller plus vite. Alors, vous avez dans le guidage, alors il y avait un autre groupe, je suis désolée, je ne vous fais pas parler l'autre groupe sur le guidage parce qu'on n'a pas forcément le temps de faire parler tout le monde. Donc, alors il y a un premier truc, c'est l'incitation. Donc, effectivement, comme Antoine l'a dit, c'est inciter les gens à aller à un certain endroit. Donc, on voit, par exemple, j'ai mis des exemples avec des captures d'écran avec des bien, pas bien. Donc, les pas bien, ils sont plutôt en rose et les bien plutôt en bleu-vert. Donc, quand c'est pas bien, c'est que c'est un peu fouillis, il y en a un peu de partout, il y a beaucoup de boutons. Donc là, on voit, il y a deux boutons similaires, on ne sait pas lequel choisir, etc. C'est un peu compliqué, on a un chat par-dessus, on a des trucs du menu. Enfin, voilà, c'est un peu fouillis. Donc, en fait, l'utilisateur ne sait pas réellement là où il doit aller. Quand on regarde l'autre exemple sur le côté, on voit qu'il y a 3 champs et un gros bouton. Donc là, c'est clair, c'est épuré. Du coup, on sait où on doit aller remplir les champs, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est un premier truc de guidage. Ensuite, un deuxième truc de guidage, c'est bien grouper et distinguer les items entre eux. Donc là, par exemple, on a un menu. Alors, je vous dis pas le site de Leclerc de course en ligne, il est vraiment pas top, mais ça, c'est plutôt pas trop mal fait. C'est qu'en fait, on voit bien que le menu, c'est un ensemble, en fait. C'est un gros bloc qui fait un ensemble et on voit bien que ça fait partie du menu. Donc, en fait, les éléments sont par la localisation et par le graphisme aussi, sont ensemble et voilà, on voit bien qu'il y a vraiment un lien entre tout ça. Ensuite, si on va... Je partage mon écran aussi en même temps, si c'est plus simple pour vous.
Ensuite, on a le guidage, donc feedback immédiat. Donc ça, vous l'avez dit, donc le feedback, c'est hyper important, c'est de savoir que l'utilisateur a bien fait une tâche. Donc quand on a cliqué sur un bouton, il faut qu'il y ait une action qui se passe, sinon on ne sait pas qu'on a cliqué dessus. Donc là, comme exemple, donc là j'avais pris sur Usabilis, hein, les exemples, c'est quand on est sur un téléphone, on peut avoir la lettre qui se fait en gros, ou tout simplement, ça peut être aussi une vibration, ça peut être aussi un effet tactile autre que juste visuel. Et ensuite, sur le côté, on a un autre exemple avec 4 petites vignettes, et quand je passe la souris sur une vignette, elle se colore pour me dire « Ah, il y a quelque chose qui se passe, tu peux peut-être cliquer dessus pour voir un petit peu ce qui va se passer. » Donc ça, c'est des feedbacks. Donc ça, c'est hyper important aussi pour voir que l'utilisateur a bien fait une action. On va faire une action. Ensuite, alors, désolé, ça lag un peu. Ensuite, Carole, on a... Oui. Excuse-moi de te couper. C'est qu'il y a eu pas mal de moments où ça a coupé. Alors, je pense que je ne suis pas tout seul, mais juste voilà, Ouais. pour te prévenir, il y a pas mal de moments D'accord. où ça Vous avez loupé beaucoup de coupe choses beaucoup. ou... Du coup, je ne saurais pas te dire. Ah, ok. Bon. Pas entendu. Je vais essayer de parler un peu plus lentement, mais c'est juste que comme j'ai... Un petit peu au niveau du Leclerc, enfin du site Leclerc, Ah. mais rien entendu du tout. Ah ben, Et Leclerc. ça a relagué juste avant le dernier. Okay. Il faudrait que tout le monde coupe sa caméra. Des fois, ça aide sur d'autres réunions Zoom. En tout cas, ça a pu aider. D'accord. Ben, moi, je vais faire pareil. Je vais couper la mienne aussi, comme ça. Enfin, j'ai coupé aussi. De toute façon, vous avez le partage d'écran, donc je peux couper ma vidéo. Ok. Merci. Alors, juste pour le Leclerc, juste pour dire ça rapidement, le Leclerc, c'était juste dire qu'en fait, ça faisait un énorme bloc pour montrer que ça faisait un menu. Donc, tout était regroupé de façon cohérente à ce qu'on voit que c'était un menu, en fait, tout simplement. Okay. Ensuite, pour là, le guidage groupement distinction entre items, donc Airbnb, je pense que voilà, c'est une référence à avoir aussi dans les bonnes pratiques, très souvent. En fait, on voit que ça fait des vignettes, en fait. On a une image et du texte en dessous, mais comme c'est rassemblé entre eux, en fait, ça fait comme si c'était un ensemble. Notre cerveau fait automatiquement un ensemble. Il se dit, la vignette et le texte, ça fait un logement. Donc, dans ma tête, je me dis, ça, c'est un logement. Après, j'en ai un autre à côté, etc. Et donc, ça fait que mon cerveau traite ça automatiquement et arrive à faire des ensembles très facilement. Ensuite, on a le guidage, donc groupement de distinction entre les items. Donc ça, c'est un peu le même fonctionnement. Donc là, par le format. Donc là, on voit bien avec Google, ils proposent différents formats. Donc on a les vidéos qui sont d'une certaine façon, donc avec une petite vignette, un petit texte en dessous. Ensuite, on a des questions avec des menus dépliants qui sont encore d'un autre format. Donc on se dit, ok, là, il y a des questions, là, il y a des vidéos, là, il y a peut-être, je sais pas moi, des images ou des choses comme ça. Donc, on voit qu'en fait, il y a différents formats qui existent parce que visuellement, ils ne sont pas traités de la même manière. Donc ça, c'est une autre façon justement de guider les utilisateurs. Dire, là, c'est là où il y a les vidéos, je veux chercher une vidéo, je vais plutôt aller là. Et ensuite, un autre élément important, c'est la lisibilité. Donc ça, c'est des choses, c'est des erreurs qu'on voit très fréquemment, peut-être même si j'ai l'impression que c'est les erreurs qu'on voit le plus fréquemment. C'est que des fois, en fait, les couleurs qui sont utilisées sur des interfaces ne sont pas assez contrastées. Donc, je vous ai mis sur la petite slide, vous avez le nom d'un petit logiciel qui vous permet de tester les contrastes. Donc là, typiquement, vous voyez l'exemple de l'équipe, on a du gris clair sur du blanc. Ça, déjà, je pense que beaucoup de personnes qui n'ont pas de problème de vision, elles n'arrivent pas très bien à lire, mais pensez aussi aux personnes qui ont des problèmes de vision. Et alors là, elles ne peuvent absolument pas lire, en fait, absolument pas lire ce qui est écrit. Donc pour ça, je vous ai illustré ça avec quelques trucs de psychologie, pardon. Hop, je vais vous les copier. Alors là, je les mets un peu en vrac, hein, mais l'idée c'est qu'après, je vous les mettrai bien propres pour la restite. Parce qu'après, je vous enverrai, j'ai votre mail, du coup, je vous enverrai tout ça en propre. Hein. Alors, juste en dessous, j'ai mis des choses. Alors, en psychologie cognitive, on a un truc qui s'appelle la Gestalt théorie. Donc, Gestalt en allemand, ça veut dire forme. Hein, j'ai appris ça quand j'ai appris ça. C'est la théorie de la forme. Donc, peut-être que vous connaissez pour certains d'entre vous, mais en gros, vous avez plusieurs choses. C'est qu'en fait, notre cerveau, il fait des choses automatiquement. Si je prends par exemple Clojure, là, celui qui est en bas à gauche,
En fait, notre cerveau, automatiquement, il fait des formes. Vous voyez qu'en fait, c'est juste des pointillés, en vrai. Mais si notre cerveau y traite, on voit un carré, un rond et un triangle. Pareil, la loi de similarité. On va rassembler les choses qui se ressemblent. C'est-à-dire que tous les points noirs ensemble, ça me fait une forme de 5 ou de S quand je le regarde. Alors qu'en fait, tout autour, j'ai des points blancs. Donc tout ça, c'est des choses que notre cerveau il va faire automatiquement sans qu'on ait besoin de réfléchir. Donc vous voyez, on a plusieurs choses. Ça, vous pouvez trouver beaucoup de choses sur Internet, donc je vais passer assez vite parce que c'est des choses que vous pouvez trouver facilement. Mais l'idée, c'est que vous ayez ça en tête quand vous concevez des interfaces. Et c'est pour ça qu'après, dans l'application, si on remonte un petit peu le Airbnb, c'est ce qu'ils ont fait en fait. C'est comme si ça clôturait un petit peu une vignette, ça fait comme un petit rectangle. Et en fait, dans ce petit rectangle-là, on va pouvoir mettre des choses. Donc ça fait, vu que c'est rassemblé de manière, c'est rassemblé par la proximité, du coup, notre cerveau va faire automatiquement des ensembles. Ensuite, je vous ai mis un truc sur la vision des couleurs. Donc ça, en fait, les petits ronds là que vous avez avec les numéros, les personnes qui sont daltoniennes, en fait, n'arrivent pas à voir les numéros. Donc vous avez sur le premier un numéro 7, ensuite 13, 16, etc. Les personnes qui sont daltoniennes ne peuvent pas les voir. Donc ça rejoint ce que je vous montrais sur l'exemple de l'équipe avec les contrastes. Donc ça, les logiciels que je vous ai mis sur l'écran, sur la diapo d'avant, ça va vous permettre justement de voir si les contrastes sont assez élevés pour que toutes les personnes puissent les voir. Et ensuite, je vous ai mis un petit truc sur l'attention. Donc l'attention aussi peut jouer en fait... Pourquoi je vous ai mis l'attention? Que je reprenne mes slides. Oui, c'est ça. L'attention, c'était pour le premier truc sur l'incitation. Quand c'est trop fouillé, quand il y a trop d'informations, qu'on ne sait pas où notre cerveau regarder, c'est parce que du coup, on le reverra plus tard, il est surchargé d'informations. Il y a trop d'informations et en fait, on est obligé de se focaliser sur un certain endroit pour arriver à comprendre l'interface. Et vous voyez qu'il y a des choses d'attention qui sont automatiques en fait. Là, par exemple, on a l'effet Stroop. En fait, le but du jeu, là, avec les écritures jaune, bleu, etc., en fait, il faut arriver à dire la couleur du mot. Donc, par exemple, le premier, au lieu de dire jaune, il faut arriver à dire vert. Et vous voyez que c'est pas facile à faire parce que du coup, notre attention, elle est sélective. On va devoir sélectionner des choses et devoir éviter les choses automatiques. Donc, si par exemple, sur votre page, vous avez trop de fouillis, trop de trucs, à un moment donné, votre cerveau, il va devoir aller à un certain endroit, il va se dire, là, c'est le truc le plus important pour moi, alors que peut-être que pas du tout, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut orienter l'utilisateur avec des choses le plus automatisées possible, avec des bons codes et des bonnes pratiques pour que le cerveau n'ait pas à faire trop d'efforts pour chercher l'information. C'est là où je voulais en venir avec ça. Alors, je regarde sur le chat pour voir si vous n'avez pas des questions. Hop, ça coupe pas mal. Ouais, désolé, là, je ne sais pas ce que je peux faire, mais... c'est peut-être tout à l'heure. Ça va mieux avec les... Ouais, ok, parfait. Carole, tu pourrais Oui, directement utiliser le mural des réponses sans copier-coller et on aurait moins de déperdition. C'est ouais, moins impératif, mais peut-être switcher juste d'une fenêtre à l'autre. ouais. Si je fais ça, vous la voyez ou pas? Oui. Ok, parfait, je ferai ça. Du coup, je les ferai des copier-coller quand je vous enverrai le compte-rendu, je mettrai tout ça au propre. Ok, parfait. Ensuite, on avait... Alors, quelle heure il est? Ok, jusqu'à quelle heure j'avais prévu? Ouais, on est un peu en retard. Du coup, j'ai le groupe éléphants. Alors, les éléphants, est-ce que vous voulez bien nous présenter la gestion des erreurs? Personne ne veut parler? Ah. Non. Alors, ce que je vois, moi, de la gestion des erreurs, j'ai protection contre les erreurs, qualité des messages d'erreurs, correction des erreurs. Et ensuite, je vois qu'il y a plein d'exemples qui ont été collés avec des captures d'écran.
Donc oui, alors le truc des gestions des erreurs, là où vous pouvez trouver le plus de cas, normalement, c'est dans les formulaires. Dans les formulaires, vous en avez plein. Donc là, effectivement, on a pas mal de choses avec des trucs rouges qui s'affichent à un moment donné. Pour les mots de passe aussi, ça marche bien. Donc ça, c'est là où on trouve beaucoup de choses sur la gestion des erreurs. Du coup, c'était le groupe éléphant. Il est là. Hop, je vais zoomer dessus. Donc, est-ce que ça va, vous voyez là? Enfin, c'est en train de charger, mais c'est un peu crade. Ouais, ça y est. Alors, la gestion des erreurs. Du coup, alors, j'aime beaucoup cet exemple, même s'il est vraiment pas sympa. Donc, c'est vraiment, il faut protéger l'utilisateur contre les erreurs. Donc, au maximum, c'est ce qu'on a vu avec l'autre exemple, avec les mots de passe. En fait, on va dire en amont aux personnes, bah, il faut au moins une minuscule, une majuscule, etc. pour pas qu'ils fassent trop d'erreurs. Parce que imaginez, vous allez, comme avant, enfin je pense que c'était comme ça il y a quelques temps sur les interfaces, même on le voit encore aujourd'hui, où vous commencez à rentrer le mot de passe et là on vous dit non, c'est pas bon, on recommence, non, c'est pas bon, on recommence. C'est insupportable. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter. Donc là, je vous ai pris un truc qui s'appelle, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, les dark patterns. Donc en fait, c'est utiliser tout ce que je vous apprends là tous les critères d'ergonomie contre l'utilisateur. Donc c'est ce qu'a fait Amazon là quand j'ai voulu commander un truc. Celle-là, hop, voilà. Donc il me disait, ok, tu as commandé ton truc, et j'ai mon gros bouton jaune d'Amazon que j'utilise tout le temps pour passer à l'étape suivante, qui me dit s'inscrire en un jour ouvré. Livraison en un jour ouvré. Et en petit, en gris, hein, comme on a dit, qui n'était pas du tout lisible, c'est marqué que je vais devoir payer 4 € par mois. Donc en fait, si on ne fait pas attention, qu'on va très vite dans nos trucs, parce qu'on a, comme on l'a dit, on a des automatismes. On a des automatismes. Donc ce gros bouton jaune, c'est celui que j'ai identifié comme le bouton principal sur lequel il faut que je clique à chaque fois pour avancer dans mon parcours. Si je clique dessus, ici, en fait, je vais m'abonner au service premium de Amazon sans que je m'en rende compte. Le bouton qu'il fallait que je clique, c'est le bouton qui est un peu plus sur la gauche où il y a marqué en bleu, là, un petit lien tout petit, continuer sans les avantages de livraison Amazon Prime. Donc là, c'est quelque chose que je ne vous recommande pas du tout de faire, évidemment. Parce que du coup, l'utilisateur, lui, ça va pas lui aller du tout, hein, parce qu'il va, ça va contre son envie en fait, et c'est des choses qui peuvent être utilisées des fois par certaines entreprises, sauf que l'image de marque en pâtit quand même pas mal. Ce qui est bon de faire par exemple, c'est, voilà, là j'étais sur le logiciel Sketch, sur vous voyez là le good là, où quand je quitte sans avoir enregistré mes modifications, il me dit: est-ce que vous êtes sûr de bien vouloir quitter? Parce que si vous quittez, vous allez perdre toutes les informations. Donc on vous conseille plutôt de sauvegarder vos données avant de quitter le logiciel. Donc ça, c'est une bonne pratique. Donc là, il me protège de mes propres erreurs. Donc ça, c'est une bonne pratique à avoir. Alors, est-ce que j'ai des questions? Oui, donc c'est sûr, la fait de naviguer. Je pense des éléments. Plus du tour de son. Ah décidément. Bon. En fait, c'est au moment où tu navigues sur les interfaces que ton son se coupe souvent. Ah, d'accord. Il y a Merci plein pour d'éléments l'info. à charger, on va rien entendre à ce moment-là. Donc en fait, quand tu es en train de changer d'endroit, ça sert à rien de parler parce qu'on n'entend pas. Ok, merci pour l'info, je vais faire ça. Donc là, j'ai pas parlé exprès. Si ça a coupé, c'est normal. Du coup, la qualité des messages d'erreur, c'est hyper important aussi. Parce que c'est bien de dire qu'il y a une erreur, mais il faut dire où se trouve l'erreur. Donc voilà, un message comme sur la gauche, là, franchement, on ne comprend rien, c'est avec du langage technique, c'est hyper compliqué. Alors que, voilà, sur l'exemple de l'Occitane, on voit bien que c'est quelque chose qui est clair. On nous dit, j'ai aucun résultat pour crème. Donc là, j'avais fait exprès de taper avec une faute. Et même, ils sont encore plus malins parce que, comme j'ai tapé avec une faute, ils me disent, on n'a aucun résultat pour crème. Par contre, on peut te proposer des choses pour crème avec le bon orthographe, et ensuite il me fait des push produits qui correspondent à mon erreur, à ce que j'ai voulu dire à la base en fait.
Et donc ça, c'est ce que vous avez mis dans le mural, là, le groupe éléphant. Donc voilà, c'est des très bons exemples en fait sur tout ce qui est effectivement les champs de saisie, etc. Donc correction des erreurs. Donc l'idée, c'est qu'avant même que la personne, pour les mots de passe, avant même qu'elle ait enregistré son mot de passe, lui dire qu'il manque tel ou tel caractère, le faire carrément en live, c'est encore mieux. Et ensuite, c'est indiqué par... là, on voit sur les 2 petits smartphones, on voit bien que là où il y a des erreurs, c'est là où c'est indiqué en rouge. Par contre, ce qui n'est pas bien, c'est de mettre une petite pop-up, comme sur le 2e smartphone, là, où il y a marqué « Essaye encore ». Et en fait, on ne te dit pas où c'est dans le formulaire. Donc, c'est à toi de trouver dans le formulaire où se situe l'erreur. Et là, c'est vraiment pas top, quoi. Donc, je reviens sur votre mural. Ensuite, j'avais le groupe... comment j'avais organisé ça? Hop, on va continuer. Je vais sur les pieuvres. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent parler un petit peu de la charge de travail? Ou sinon, vous préférez que je parle toute seule? Enfin, je sais pas, comme vous voulez. Moi, je m'adapte, hein. Allez, les pieuvres. Ok. Du coup, alors la charge de travail. Je vois définition du critère, donc nombre d'actions demandées à l'utilisateur. Donc oui, il ne faut pas mettre trop d'actions pour l'utilisateur. Ensuite, alors bonne pratique, on a action courte et rapide, pré-remplir des champs, dévoilement progressif des informations, des codes couleurs. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu juste avant avec les champs et ce qui sont marqués en rouge, en vert, etc. pour nous indiquer si c'est bien ou pas. Ça rejoint ça, ce qu'on a vu. Mauvaise pratique, information non pertinente, information en profondeur, etc. Ok. Charge de travail. Hop. Alors, la charge de travail et tout ce qui est gestion des erreurs, ça se rejoint quand même pas mal. Alors, du coup, sur la charge de travail, donc effectivement, il y a tout ce qui est brièveté, donc le plus possible, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'informations à l'écran, donc ça rejoint aussi tout ce qu'on a vu un peu avant. Donc là, on a un exemple de site où il y a beaucoup de texte, on ne sait pas trop, enfin déjà les contrastes, ça ne va pas du tout. Il y a beaucoup de texte, on n'a pas envie de lire. Enfin, franchement, les gens sur le web et tout, ils lisent pas. Enfin, il faut se dire que vaut mieux de mettre des points qui se succèdent, des images, des choses comme ça, parce que du coup, les gens, ils n'ont pas du tout envie de lire. Voilà, bon, le bon exemple, c'est peut-être Google juste avec un champ et 2 boutons, ça suffit largement pour ce qu'il y a à faire. Ensuite, sur la brièveté, donc là, tout ce qui est concis, donc là c'est pareil, c'est des messages d'erreur, donc ça rejoint ce que vous m'avez montré déjà. Donc quand on a un message d'erreur qui fait 3 km de long et qui est tout tassé, etc., ça ne parle pas trop. On est obligé de faire un effort cognitif très important. Donc dans notre cerveau, on se dit on est obligé de beaucoup travailler dans notre tête pour savoir sélectionner les bonnes informations et savoir ce qui est important ou pas. Alors que comme c'est présenté dans le bon exemple, là sur le côté, on voit bien que effectivement, là c'est bien, là c'est bien, là c'est bien, là j'ai fait une erreur, il faut que je corrige, etc. Donc c'est concis, on sait où aller voir les informations. Et ensuite, c'est les actions minimales. Donc, c'est éviter un maximum de faire en sorte que les utilisateurs appuient sur beaucoup de boutons pour faire une action. Donc là, vous avez l'exemple de, par exemple, Google Docs, où ça enregistre automatiquement
mes versions. Donc, au fur et à mesure que je tape dans mon document en ligne, il m'enregistre automatiquement les choses. Avant, quand j'étais obligée de travailler sous Word, je devais faire des CTRL-S tout le temps pour ne pas perdre mon travail si jamais mon ordinateur plante. Donc, c'est des actions que je peux m'économiser maintenant. Bon, évidemment, à condition d'avoir une connexion Internet. Et encore, quand je ne suis pas connectée à Internet, ça me l'enregistre aussi. Donc voilà, c'est éviter au maximum à l'utilisateur de devoir se charger la tête avec des actions qui ne sont pas forcément utiles pour lui, quoi. C'est un peu l'idée. Et ensuite, vous avez la densité d'informations. Donc là, c'est pareil, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans les menus des sites. Donc vous avez le site Kerastase, là, où il y a un menu à rallonge très très long avec beaucoup d'items. Donc là, il y a trop d'informations, l'utilisateur ne va pas savoir quoi regarder parce qu'il y a trop d'informations, il va être surchargé. Alors que sur le site Petit Bateau, en fait, on voit que les informations sont bien classées et sont même classées avec des titres. Donc on a un titre vêtements et à l'intérieur de vêtements, on a des sous-catégories qui nous permettent justement d'aller directement à l'essentiel. Donc pour ça, j'ai une illustration. Hop. J'ai des éléments en psychologie cognitive qui peuvent expliquer ça. C'est tout simplement, non, c'est pas si simple. On a deux types de mémoire. On a une mémoire à long terme qui va gérer tout ce qui est souvenirs, etc., tout notre vécu. Ça, c'est la mémoire à long terme. Elle est illimitée. Elle est immense. On peut stocker énormément de choses. Par contre, avant de passer en mémoire à long terme, souvent ça passe par la mémoire à court terme. Donc comme son nom l'indique, c'est à court terme, c'est plus pour faire par exemple des actions, des calculs, etc. Par exemple, si je vous demande de faire une division très compliquée et en même temps réciter un nombre des mots, par exemple, ça va être très compliqué justement de faire tout ça en même temps parce que du coup, votre mémoire à court terme, elle va être surchargée parce qu'en fait, elle est limitée, cette mémoire à court terme. Vous n'avez pas beaucoup de place à l'intérieur. Donc, là, l'idée, c'est que de faire en sorte que l'utilisateur, il ait le moins d'informations possible dans sa mémoire à court terme pour qu'il puisse traiter les informations de manière très, très, très facile, en fait, on va dire. Donc ça, c'est un truc à avoir en tête. Et en plus de ça, donc là, un exemple, si vous regardez sur la capacité limitée, avec l'exemple de lampe amnésique de 7, donc ça, c'est quelque chose à sortir en soirée mondaine, bien entendu, lampe amnésique. Du coup, c'est en fait dire tout simplement qu'on a une mémoire qui retient à peu près 7 items, on va dire, quand ils ne sont pas rassemblés. Donc si je vous dis de retenir 7 mots, vous allez y arriver. Par contre, si je vous dis de retenir 15 mots, ça va être plus difficile. Donc pour ça, vous allez devoir organiser ça sous, on appelle ça des chunks, c'est des groupes. Vous allez devoir faire des groupes. C'est ce qu'a fait par exemple le site iHerb, là, avec leur menu. Donc, vous voyez qu'en fait, vous avez des sous-catégories. Donc, vous avez pâtisserie, farine, etc. Donc là, en fait, bon, là, il y en a beaucoup, hein, effectivement, mais vous pouvez directement aller dans la catégorie qui vous va. Donc, je me dis, je cherche des tomates, je vais aller directement dans fruits et légumes, et ensuite, je vais aller voir la suite, par exemple. Donc ça, c'est lampe amnésique, donc on est limité en mémoire à court terme. Ensuite, vous avez un deuxième truc qui est primotérescence. Donc en fait, ça, c'est que dans une liste de mots ou de quoi que ce soit, on va retenir plus facilement ce qui est au début, donc la primauté, ce qui est en premier, et ce qui est à la fin de la liste, donc la récence, ce qui est le plus récent en fait. Et ce qui est au milieu, on va moins retenir. Donc ça, vous voyez, c'est pour vous montrer qu'en fait, la mémoire à court terme, elle est limitée et que ça, c'est des choses que vous pouvez retenir dans, par exemple, primotérescence. Du coup, vous pouvez vous en servir quand vous mettez en ligne quelque chose, que vous dites, j'ai envie que les gens y retiennent ça, ça, ça. Donc, vous dites, la liste les éléments que vous allez mettre au milieu de votre liste, potentiellement, ça va être moins important parce qu'ils vont moins retenir. Alors, ça aide d'avoir 8 bras. Ah bon? Moi, j'aimerais bien avoir 8 bras. C'est super ce que tu as dit sur les pieuvres. Les post-it, ça marche. Très bien. Donc, j'espère que ça va, que vous suivez, que je ne vous ai pas trop noyé. Là, c'est les trucs de psychologie cognitive les plus... Voilà, les plus... Il y a le plus d'informations. Après, les autres critères, il y a un peu moins d'informations. Ça va être un peu moins dense, ça va aller un peu plus vite. Ensuite, on a les singes avec le contrôle explicite.
Est-ce qu'il y a un singe qui veut prendre la parole? Bon, c'est pas grave. Je pense que j'aurais dû vous dire avant de vous décider qui est-ce qui allait parler, comme ça aurait été plus facile. Peut-être moi, je vais me le noter. Ok. Comme vous êtes nombreux, c'est plus difficile à gérer forcément. Donc le contrôle explicite, effectivement, alors là, on a des exemples. Ah oui, c'est bête, j'aurais dû vous mettre ça aussi. J'ai un exemple de truc d'ascenseur qui est absolument pas du tout intuitif et ergonomique. J'aurais pu vous mettre. Donc ouais, contrôle explicite, bah oui, on voit bien sur là, c'est un peu brouillon, qu'on ne comprend pas trop ce qu'il faut faire. Donc c'est vraiment qu'en fait, il faut que ce qu'on va demander à l'utilisateur, ce soit clair et que l'utilisateur sache ce qu'il va devoir faire. Donc là, je vois dans la définition, je visualise à l'avance le résultat de mes actions. Donc c'est exactement ça. Quand je clique dessus et que je ne sais pas ce qui va se passer, ce n'est pas un contrôle explicite. Une action de l'utilisateur égale un résultat cohérent, c'est exactement ça. L'utilisateur a le choix de ses actions, il garde le contrôle. C'est ça, il doit garder le contrôle. Donc, qu'est-ce que je vous avais mis dans les slides? Et toi, parfois, tu vas travailler là-dedans. Alors, le contrôle explicite, donc là, vous voyez, c'est plus léger, il y a moins de slides. L'utilisateur contrôle le système et non l'inverse, donc c'est exactement ça. Je soumets un peu plus. Donc, là, ce que je vous ai mis dans le mauvais exemple là, sur l'équipe, c'est que en fait, là on ne le voit pas parce que ça c'est pas animé, mais j'ai lancé le site et il y a une vidéo qui s'est lancée toute seule et je ne pouvais pas la fermer. Donc là, clairement, c'est pas explicite du tout. Le système a décidé pour moi de ce qu'il devait faire. Et ça, c'est pas quelque chose d'ergonomique. C'est à l'utilisateur de choisir s'il veut lancer la vidéo ou pas. Et s'il veut la fermer, il doit pouvoir le faire. Et ensuite, comme bon exemple, bah, vous avez tout simplement l'imprimante. C'est quand vous cliquez sur imprimer, ça imprime pas tout de suite comme ça à sortir 50 000 pages d'un coup. C'est qu'on vous dit d'abord, ok, tu veux imprimer, mais qu'est-ce que tu veux imprimer? Combien de pages, en noir et blanc, etc. Donc là, c'est du contrôle explicite. On donne le choix à l'utilisateur de choisir ce qu'il veut faire. Et donc, un bon exemple sur la RATP. Oui, ça existe. Quoique, bon exemple, moyen. Parce qu'en fait, le bandeau là, marron-rouge que vous voyez, c'était un bandeau qui défilait quand il y avait le mouvement social, là, des grèves, etc. Donc ça, c'est pas top en général de faire défiler des choses, voilà, des trucs qui bougent de partout. C'est pas génial d'en mettre partout. Là, ils l'avaient mis, mais par contre, ils avaient mis un bouton pause. Alors j'ai trouvé ça pas mal. Bon, après, c'était pas mal parce que le fait que ça bouge, ça permet d'attirer l'attention dessus. Les gens se disent « Ah, ça bouge, il y a un truc qui se passe, je vais regarder, je vais avoir mon regard qui va aller là. » Et le fait de pouvoir mettre en pause, c'est bien, comme ça, je peux me concentrer sur ma tâche et j'ai pas à avoir ce truc qui bouge constamment en continu. Donc ça, c'est pas mal. Je sais pas vous, mais moi, c'est vrai que ça m'insupporte quand je vois des articles où il y a des gifs partout. J'arrive pas à lire. Alors, je les cache avec ma main, c'est tout à fait ridicule, mais j'arrive pas à lire avec un gif à côté, quoi. Impossible. Ensuite, j'avais les perroquets avec homogénéité, cohérence. Non, moi c'est bon, je suis là. Salut. Je vous lis. Ah, un perroquet Vous qui veut m'entendez? parler. Alors, sur homogénéité, cohérence. Ouais, on t'entend bien. Ok, cool. Alors, nous, on a travaillé l'homogénéité et cohérence en réfléchissant à plusieurs choses. Et la définition qu'on en a donnée, c'est vraiment la notion de je suis utilisateur, je rentre dans un environnement. Faut pas que j'ai la sensation d'en sortir, que ce soit par rapport à la charte graphique, que ce soit par rapport à la typo, que ce soit par rapport au vocabulaire. Autrement dit, si on m'emmène sur un autre site ou sur une autre partie de l'application
ou autre, faut pas que je sois paumé par rapport à ça. Donc, il y a eu cette première partie interface qu'on a abordée, et on a abordé aussi un deuxième versant qui était le côté cohérence un peu plus large que la partie juste interface entre le message véhiculé et les actions demandées. Les exemples qu'on avait, ça allait être par exemple un site web, une application, une structure, bref, qui prône la partie très RSE et autres, et qui à la fin de l'inscription te demande d'imprimer 14 pages de quelque chose, de scanner, de signer, de scanner, de renvoyer par courrier. Enfin, vous voyez ce genre de pratique un peu en décalage avec l'image de la structure. Donc c'était cette cohérence plutôt expérience que interface. Qu'on a abordé. Ensuite, exemple de bonne ou mauvaise pratique. On a parlé de listes ou puces qui ne se suivent pas, de type petit 1, ensuite c'est un A, ensuite c'est un 3, ensuite des choses qui déconnent un peu. Et des boutons qui pourraient être similaires, mais au sens contraire. On a validé et refusé qui ont exactement la même forme, exactement la même place, la même position, etc. Voire même la même couleur, mais du coup qui n'aident pas à la compréhension. Et de manière plus générale, en termes de bonnes pratiques, on s'est dit que garder les codes et habitudes des interfaces connues était plus judicieux. Donc, ce qu'on voulait dire par là, c'est qu'on a tous un peu l'habitude de pouvoir quand on a une notification, par exemple, de pouvoir juste se passer de gauche à droite pour activer ou désactiver quelque chose. Le menu burger, on s'attend à ce qu'il va y avoir derrière. Toutes ces choses où, en gros, nos usages ont été un peu lissés par les usages d'Internet et autres. Garder un peu cette habitude-là, comme la notion de comparaison avec entre 3 offres, avec les petits boutons validés et puis d'autres qui sont grisés, et puis nous faire comprendre qu'au fur et à mesure qu'on avance, on est dans l'offre la plus chère. Enfin, voilà. Ce genre de choses. Et pour terminer, la partie un peu psycho-cognitive, ce qu'on a imaginé, enfin ce dont on a parlé, c'est bien sûr éviter qu'il soit perdu. Parce qu'il passe d'un site web à l'autre, parce qu'il n'est pas sûr qu'il soit toujours sur le bon. On a parlé du site des impôts qui à un moment était refait, mais pas entièrement, et donc quand on basculait sur une autre partie du site des impôts, on retombait sur un vieux. Donc est-ce qu'on est, surtout quand on est sur une situation plutôt, je ne vais pas dire anxiogène, hein, mais voilà quoi, c'est pas le genre de site où on a envie de rentrer des choses n'importe où, n'importe comment. Et pour terminer, on s'est dit aussi que si on passait d'un menu à l'autre, d'une page à l'autre sur la même solution, toujours le même produit, le même service, avoir à chaque fois des choses qui changent faisait qu'on allait devoir, entre guillemets, réapprendre à utiliser la nouvelle interface, et donc pas forcément se concentrer sur le fond. Oui. Voilà un peu les éléments qu'on a abordés. Ouais, c'est bien, c'est intéressant, effectivement, oui. Donc, effectivement, homogénéité, cohérence au sein du système en lui-même, et ensuite cohérent par rapport à l'existant, enfin, de ce qu'on a l'habitude d'utiliser, complètement d'accord. Merci, Benoît. Donc là, ça va aller assez vite, hein. Il y a une slide parce que je pense que tout est dit, hein. Donc je vous ai juste mis 2 exemples. Dans les mauvais exemples, donc là, le site RATP, cette fois-ci, c'est pas bien fait parce que quand on est sur différentes pages, on n'a pas les mêmes formulaires, ça n'a pas la même tête. Donc un coup, il est bleu avec un bouton blanc, un coup, il est blanc avec un bouton vert. Donc du coup, l'utilisateur, un coup, il doit s'habituer à un certain type de charte, un coup, il doit s'habituer à un autre type de charte, du coup, c'est compliqué pour lui. Donc ce que je peux vous conseiller, ça dépend dans quelle boîte vous travaillez, etc. Mais il y a quelque chose qui existe qui s'appelle le Design System. Donc ça, vous pouvez regarder, vous avez beaucoup de documentation sur Internet là-dessus, il y a des conférences, il y a plein de choses. Donc le Design System, c'est ce que vous voyez sur la photo là qu'on a pris. C'est qu'en fait, c'est une méthode qui permet justement de travailler d'abord sur les composants. Donc on va se dire, le bouton, il sera toujours bleu de tant de pixels, etc. avec à l'intérieur le texte blanc, tel typo, etc. machin. Et en fait, on sait que ça sera ce bouton-là, ça sera toujours le même. Donc en fait, on va créer une bibliothèque de composants
qui seront toujours les mêmes et qu'on va réutiliser à chaque fois qu'on fait une nouvelle page. Donc ça c'est la bibliothèque de composants, et après on peut faire des ensembles de composants. Donc c'est-à-dire que là, si on reprend l'idée du site RATP, où ils veulent faire un écran qui permet justement de faire une recherche, on sait que quand on aura à faire une recherche sur notre site, ça sera toujours fait pareil. Donc on va mettre les éléments ensemble, ça aura toujours la même tête, et si jamais j'ai besoin de faire un 37e écran de recherche, ça sera toujours la même tête, toujours la même chose. Donc ça, c'est vraiment homogénéité et cohérence. Je regarde si vous n'avez pas des questions. Bravo perroquet, c'est bien d'encourager les collègues. Alors, les renards. Donc là, les renards, on a signifiance des codes et dénomination. Quelqu'un veut parler parmi les renards? Bon, moi je peux présenter si ça vous va. Oui, merci Manon. Du coup, au niveau de la définition, donc pour nous, la signifiance des codes et des dénominations, c'est utiliser des conventions de nommage et des conventions graphiques qui ont du sens pour l'utilisateur. Comme typiquement bibliothèque, dedans on s'attend à trouver du contenu, alors que panier, on s'attend dedans à trouver des produits qui ont été sélectionnés. Voilà, c'est utiliser en fait des termes qui vont représenter l'objet en lui-même ou ce qu'il y a derrière. Il y a aussi également une notion de coller au standard. Donc ça, c'est un truc qui a déjà été abordé. Mais voilà, il y a des normes qui se sont mises en place, notamment dans le web et dans le numérique, comme par exemple, pour décrocher, c'est un petit téléphone vert. Pour envoyer un message, c'est une petite enveloppe. Voilà, utiliser ce genre de conventions et de standards-là qui sont largement utilisés et que les gens en fait ont déjà inconsciemment assimilés à force d'utilisation. Au niveau des bons exemples et des mauvaises pratiques, nous on a retenu quelques idées, comme notamment la signification des couleurs. C'est un fait dans les standards d'avoir du vert pour de la validation et du rouge pour de l'annulation. Donc ça ne viendrait pas l'idée de valider avec un V rouge par exemple. Oui. Pareil, au niveau des codes et des dénominations, il y a une certaine identité visuelle qui peut être également inconsciente, on va dire. Par exemple, le logo de Facebook en rouge, ça ne viendrait pas forcément à l'idée que c'est Facebook, alors que si c'est du bleu, on voit de suite que oui, effectivement, c'est Facebook. On a aussi, par exemple, au niveau physique, on peut avoir des conventions, comme par exemple le fait d'avoir une poignée, c'est pour tirer, alors que là, en fait, il faut pousser sur la porte. Donc on est complètement en désaccord avec les standards, on va dire, habituels. Oui, c'est un bon exemple. On a 2 exemples aussi de mauvaises pratiques tout en bas. Si on zoome, parce qu'il faut zoomer, hein, c'est écrit petit. Par exemple, donc sur le message à gauche, on voit que Orange propose de répondre bout ou PR, mais on ne sait pas trop lequel. Pareil, là, l'utilisateur va être perdu. En fait, c'est pas du tout des conventions. On n'a pas l'habitude en fait d'avoir un choix entre 2 choses à répondre. Et également à droite, donc sur la version desktop, on voit que l'assistant Apple va nous contacter à 14h heure d'Europe centrale. Pareil, c'est pas dans les conventions de nommage. Généralement, on a des codes en fait pour définir les fuseaux horaires. Oui. Donc voilà, là pareil, c'est un petit peu flou aussi. Donc ça n'utilise pas les codes en fait qu'on a l'habitude d'avoir au niveau des conventions. Et alors au niveau des éléments psychologie cognitive, on a été un peu séché.
on avait dans l'idée d'utiliser voilà, ce que les gens ont l'habitude d'utiliser, d'avoir un langage universel, mais sans trouver d'exemple précis derrière. Ok, ça marche. Merci. Hop. Alors, donc je ne vais pas forcément beaucoup compléter parce que je pense que Manon a bien déblayé le terrain. Donc effectivement, moi j'ai repris le même exemple du bout PR parce que ça venait du site Usabilis. Ils ont un autre exemple aussi qui est pas mal avec les billets SNCF qu'on doit composter dans les machines jaunes. Là. Merci d'insérer votre billet format ISO. Alors voilà, un billet format ISO, je pense que ça ne parle à personne à part les gens qui travaillent à la SNCF. Dans la forme de compostage. Donc composter, ça va, on voit à peu près, mais... Donc effectivement, il y a pas mal de choses à revoir. Alors, je vois que l'heure tourne, il est 14h54, donc si on veut finir à l'heure, ce que je vous propose, si ça vous va, c'est que les poissons clowns et les ours, je suis désolée, on ne va pas pouvoir trop vous laisser parler parce que ça va mettre pas mal de temps. Après, de toute façon, vous aurez accès, tout le monde, vous aurez accès au tableau, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous propose qu'on avance un peu. Alors, les poissons clowns, c'était tout ce qui était compatibilité. Donc, le système aide l'utilisateur dans la réalisation de sa tâche. Donc là, en fait, c'est parler le langage utilisateur, etc. En fait, il faut que ce soit compatible avec l'expérience de l'utilisateur, avec ses besoins, etc. Donc, pour ça, comment on peut faire je pense qu'il faut plus s'intéresser à faire de la recherche utilisateur, aller rencontrer les utilisateurs, voir ce dont ils ont besoin, etc. pour vraiment savoir exactement ce dont ils ont besoin. Si, par exemple, vous devez designer demain une caisse enregistreuse, vous allez devoir d'abord comprendre comment on fait pour passer un article en caisse, par exemple. Donc, voilà, c'est vraiment comprendre un petit peu tout ça pour que ça réponde au mieux aux besoins. Et ensuite... En dernier, donc on avait les ours avec adaptabilité. Donc là, c'est qu'en fait, l'interface, il faut qu'elle soit assez souple. Donc flexibilité. Donc là, les exemples. On a, par exemple, quand j'ouvre, par exemple, chez moi, c'est Chrome qui est mis sur mon ordi en tant que navigateur par défaut. Si j'ouvre Safari, il me propose s'il veut que ce soit mon navigateur par défaut. Donc, en fait, il me propose de personnaliser mes préférences, en fait. Donc, il est flexible, il est souple, il peut se personnaliser et s'adapter à mes goûts. Si on prend l'exemple de Airbnb, la petite écran mobile là en bas, on peut faire des listes de voyages à faire plus tard, donc avec des petits cœurs. J'ai juste à cliquer sur le petit cœur pour me faire une liste de dire plus tard je veux partir à tel endroit, etc. Donc ça permet de personnaliser l'interface et d'avoir quelque chose qui soit en fonction des goûts de l'utilisateur. Et ensuite, il y a un autre point qui est prise en compte de l'expérience utilisateur. Donc là, c'est par exemple l'exemple des raccourcis qu'on a sur l'ordinateur. Donc je fais pomme T, ça m'ouvre un nouvel onglet, etc. Donc ça, c'est s'adapter à l'expérience de l'utilisateur. Si je suis novice, je vais plutôt aller dans Fichier, cliquer sur Nouvel onglet. Si je suis plutôt expert, je vais plutôt utiliser raccourcis. Et donc là, tout ce qui est lié à ça, c'est les apprentissages. Donc tout simplement, on apprend en fait, à force d'utiliser les interfaces, on voit par hasard, ah tiens, c'est marrant, quand je fais tel truc, ça fait telle action, etc. Donc ça, c'est plutôt les paramètres avancés. Ça rejoint un peu ce que disait Manon juste à l'instant sur l'apprentissage aussi du langage, enfin des langages et de l'expérience qu'on a avec les codes, etc. Donc, le bon exemple, c'est la petite disquette qu'on a pour enregistrer. Donc, à la base, c'était une disquette. Je pense que maintenant, les personnes, les jeunes personnes, les adolescents, etc., ils ne doivent même pas savoir ce que c'est, mais ils savent certainement quand ils utilisent un logiciel, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de logiciels qui utilisent ça, mais que c'est pour enregistrer. Mais alors, il faut faire attention parce que du coup, j'ai des anecdotes aussi qui montrent que tout le monde n'a pas ces apprentissages-là. J'ai déjà fait des tests utilisateurs avec des personnes plutôt âgées où je leur ai montré, là c'est un autre écran, mais c'était dans la même idée. Vous voyez l'écran du milieu de smartphone là.
C'était en fait pour faire des tests utilisateurs auprès des personnes âgées pour voir s'ils arrivaient bien à utiliser les smartphones quand ils n'avaient pas l'habitude de les utiliser. Donc on faisait des tests comparatifs entre l'utilisation d'un smartphone normal sous Android et l'utilisation d'un smartphone avec un mode simplifié qui existe sous Android, où du coup c'est plus adapté pour les personnes plus novices en fait, en tout cas avec tout ce qui est interface tactile. Et donc pour la petite anecdote, donc il y a un de mes utilisateurs, je lui ai dit une tâche qu'il avait à faire, c'était est-ce que vous pourriez appeler ce numéro? Donc en fait, il a ouvert le téléphone, il a réussi à trouver le petit téléphone, donc ça allait. Et ensuite, il est tombé sur ce type d'écran. Et il m'a dit, vous voyez le petit truc là, qui est le petit picto en orange là, il m'a dit, ça qu'est-ce que c'est? C'est une grappe de raisin. Donc voilà, pour lui, ça ne voulait absolument rien dire. Il n'avait pas compris que quand il allait cliquer dessus, ça allait ouvrir le clavier pour taper le numéro. Donc des fois, on peut se dire « Oh, mais ça c'est facile, tout le monde sait l'utiliser, etc. » machin. Mais en fait, non, pas forcément. Il faut aussi penser à toutes les personnes. Donc c'est pour ça qu'il y a différents niveaux d'expertise. C'est bien d'avoir plusieurs niveaux. Un niveau plutôt pour les gens qui ne savent pas trop utiliser, et un niveau pour les gens qui savent très bien utiliser. Pareil avec le burger menu. Peut-être que nous, ça nous paraît très intuitif, mais je pense qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas ce que c'est. Donc du coup, c'est bien de toujours accompagner ces pictos avec un libellé. Donc sous le burger menu, tout simplement écrire menu. Ou sous le petit truc pour taper le numéro de téléphone, ça peut être clavier téléphonique ou quelque chose comme ça, pour expliciter justement ce genre de choses pour les personnes qui sont plutôt novices. Évidemment, si votre cible, c'est des gros geeks qui utilisent tout le temps les smartphones, qui sont hyper à l'aise avec les technologies, etc., c'est peut-être pas la peine. Mais si c'est du très grand public, il faut penser à tout le monde. Est-ce que ça va? Je regarde le chat. Grappe de raisin, bah ouais, ça parle toujours. Je vois qu'il est 15h. Donc, si ils doivent partir, partez, il n'y a pas de problème. J'ai juste prévu en dernier un mini quiz qui prend 5 minutes, où je vais vous laisser répondre au quiz par le chat. Il y a 6 petites questions, c'est très rapide, mais voilà, si vous avez des contraintes, il n'y a aucun souci avec ça. Et après, je vous laisserai remplir, il y a un petit panneau avec ce que vous avez pensé de la formation pour me donner vos retours pour savoir comment l'améliorer. Hop, alors, je vous fais. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cette interface? Alors, je vais zoomer un peu là-dessus. On va faire la première avec. Je pense que je partage mon écran, donc je pense que vous voyez. Gérer ma réservation avec la SNCF là. Alors, je regarde le chat en même temps. Hein. Alors, je vous laisse dire. La couleur du texte rouge sur fond orange. Ouais, très bien, Lise. C'est exactement ça. Donc là, c'est illisible. Personne ne peut le lire, même des gens qui ont de très bonne vision. C'est très compliqué de le lire. Donc effectivement, ils ont dû mettre dans leur charte texte. Dès qu'il y a une erreur, c'est texte rouge. Sauf que là, à un moment donné, c'est tombé sur un fond orange. Pas de chance. Donc, zoomer davantage. Vous aviez accès aussi hein, sur votre board, hein, mais j'ai l'impression que si je zoome plus, ça marche pas très bien. Je vais essayer de zoomer plus pour les autres, promis. Alors, ensuite, on va se faire kérastase. Alors, je zoome. Hein. Ouais, c'est ça. Encore Lise. C'est ça. Vous avez un espèce de petit chatbot là, en bas. Et le petit visage de la jeune femme là qui est en bas à droite, qui recouvre le bouton ajouter au panier. C'est quand même un peu problématique parce que du coup, vous pouvez chatter avec la dame, mais vous pouvez pas, enfin avec la dame, ça doit être un robot en plus, mais vous pouvez pas ajouter au panier. C'est un peu dommage. Très bien. Ensuite, oula, trop de trucs. On va se faire les boutons de la douche. Pas sûr de me laver. Ouais, trop d'informations, juste incompréhensible. Ouais, donc là, il y a un peu de tout. Hein. Il n'y a pas forcément de bonnes réponses. Mais effectivement, donc là, déjà, sur le bouton du haut, on ne sait pas où est le curseur. Est-ce que c'est quand la pression de la douche, etc., léger et tout ça? Est-ce que c'est quand je mets le truc en haut, sur le côté, en bas? On ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas d'indication où est-ce que je dois arrêter le truc. Et ensuite, il faut savoir que la manette là, sur le bouton du bas, la manette qui
qui va vers le haut, c'est pour régler la pression. Et après, on a une toute petite manette devant, vous voyez, avec rouge et bleu, où là, en fait, c'est pour régler la température. Et alors là, je vous dis qu'avec les mains savonneuses, ça ne marche absolument pas. Donc là, l'idée, c'est de faire des tests utilisateurs. Je pense que ceux qui ont conçu ça, ils n'ont pas du tout fait de tests utilisateurs, parce que s'ils avaient fait avec les mains savonneuses, ils auraient vu que ça ne marche pas du tout. Ensuite, on a la RATP. Donc là, c'est 2 pages. Hein. Alors, vous avez la page d'accueil et vous avez la page horaire. Donc là, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si vous le voyez, là, design dans les pages. Je ne comprends pas le rapport entre les 2 pages. Ouais, le menu inversé, Jérémy, bravo. En fait, vous voyez sur la page d'accueil, sur la première, alors je vais virer le post-it là. Sur la page d'accueil, en fait, vous avez le moteur de recherche qui est au-dessus du menu. Vous voyez, le menu est en bas. C'est un peu pas terrible. Et ensuite, il remonte en haut. Donc là, on a un gros problème d'homogénéité. Donc je pense que c'est un problème de code, hein, clairement, mais voilà, un problème d'homogénéité parce qu'un coup, le menu est en bas, un coup, il est en haut. Donc là, après, l'utilisateur est complètement perdu avec ça. C'est affreux. Oui, c'est affreux, Antoine, je confirme. Alors, Leclerc. Alors, je vous avais dit qu'il n'y avait pas que du bon chez Leclerc, hein, effectivement. Hein. En général, c'est même plutôt du mauvais. J'ai des étudiants qui ont fait un audit dessus, ils se sont tirés les cheveux. Alors... Crise d'épilepsie. Oui, bravo Charlotte. Crise d'épilepsie. Donc c'est ça. Donc manque de guidage. Alors là, on a un peu tout, manque de guidage, surcharge cognitive. Donc on a un peu de partout. Donc on a le menu ici avec des carrés. Ensuite, on a des carrés en dessous. Ensuite, on a des euros, des machins qui clignotent de partout, etc. Donc voilà, il y a surcharge cognitive, manque de guidage, il y a beaucoup trop d'informations. Donc effectivement, je pense que vous l'avez trouvé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces discounts, c'est souvent comme ça. Après, c'est un choix stratégique. Parce que du coup, comme c'est fouillis, comme c'est un peu pourri et tout, les gens se disent « Ah, c'est bien, c'est pas cher, c'est cheap, c'est pas cher. » Donc en fait, on va faire des bonnes affaires. Donc voilà, c'est aussi, on ne croirait pas comme ça, mais c'est aussi travailler dans ce sens-là. Donc voilà, des fois, ça peut être fait exprès. Et alors, on va finir par mon préféré, le presse-océan. Ouais, c'est ça, la proximité des textes. Exactement. En fait, donc là, c'est un problème, ça rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure sur la Gestalt. Donc en fait, on a un titre, un gros titre au-dessus, on a l'impression qu'il chapeaute tout, qu'il est là pour chapeauter l'ensemble du truc, et ensuite, alors qu'en fait, il aurait fallu faire 2 titres plus distincts, mettre un écart plus prononcé que juste cette petite barre grise là, qui tranche pas trop. Mais voilà. Juste screen, bah oui, ça c'est cadeau. Hein, Elle est vraiment très bien celle-là. Donc voilà, on a terminé sur le mini-quiz, donc bravo à tous. Je vous laisse, si vous avez le temps, remplir des petites post-it sur les plus, les moins de ce que vous avez pensé de la formation. Hop, j'enlève ça. Voilà, donc je vous ai mis en classique, hein, en vert ce que j'ai aimé et les roses ce que vous avez moins aimé, ce que vous pensez qu'il y a à améliorer. J'espère que ça vous a plu tout le monde, j'espère que c'était pas trop long parce que des fois je sais qu'en visio c'est plus long qu'en physique, ça paraît plus lourd, etc. parce qu'on est un peu derrière son écran et moins attentif, etc. Mais voilà, j'espère que ça a été assez interactif quand même, que vous ne vous ennuyez pas trop parce que je sais que ça peut être assez long. Voilà. En tout cas, moi j'étais ravie de travailler avec vous, c'était vraiment cool. Voilà, j'ai bien aimé vos petites blagues sur le chat, c'était sympa. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et puis j'espère qu'on se reverra bientôt. Je vais remettre la caméra, ça sera plus sympa quand même pour vous dire au revoir. Si j'y arrive avec ce truc. Démarrer vidéo. Voilà. Coucou. Je vais faire arrêter le partage d'écran aussi, ça sert à rien.
Hop. Merci beaucoup à toi en tout cas. Bah, Ça m'a fait merci. plaisir. C'était À super. bientôt. Bah, Merci merci pour ton beaucoup. temps. Bonne journée. Au revoir. Merci. 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 Je laisse ouvert le board si jamais vous voulez le remplir tranquillement plus tard, hein, pas de souci. Merci, Carole. À bientôt. Merci, Carole. Est-ce qu'on pourra avoir les slides ou pas? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller les slides dans le board là, et je vous partage après le board. Enfin, vous avez déjà le lien, mais je vous le Ok, je vais ça vous marche. renvoyer un mail avec tout ça. Ouais, pas de souci. Super. Merci beaucoup en tout cas. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Salut. Bon, j'éteins. Si vous avez des questions, enfin ceux qui restent, je ne sais pas si vous avez besoin de questions. Pas eu beaucoup de temps d'échange malheureusement. Ciao, merci. Merci. Au revoir. Alors Amélie, tu as des références en psychologie cognitive. J'ai un bouquin, mais je trouve qu'il n'est pas top, il est très universitaire. Je trouve que dans l'ensemble, les livres qu'il y a en psychologie cognitive sont très universitaires, très lourds à lire, très orientés fac qui veut passer son truc de psychologie cognitive, quoi. Donc, je n'ai pas vraiment de référence de qualité, je trouve, en tout cas. Mais bon, après, ça peut répondre, hein, mais voilà, c'est très universitaire, quoi. C'est un peu dommage. Facilitation graphique. Ouais, la facilitation graphique, moi j'ai acheté un bouquin. Non, je ne vais pas écrire un bouquin. En facilitation graphique, j'ai travaillé en sketchnote, un truc comme ça, un bouquin orange, et qui est vraiment pas mal, je trouve, qui est plus pour les débutants et qui est vraiment bien. Voilà. Bon. Blog, chaîne YouTube. Non, j'ai pas fait de chaîne YouTube. Après, j'ai un blog, vous pouvez aller regarder. Bah, si vous voulez, je vous enverrai sur le... Enfin, normalement, je crois qu'il y a le lien vers mon site sur les newsletters que je vous ai envoyé, il me semble. C'est quoi ça? Ah oui, attends, c'est le livre. Ouais, c'est celui-là que j'ai. Moi, je trouve qu'il est bien pour débuter parce que... Enfin, après, c'est chacun ses goûts, mais parce qu'il y a le plus connu, là, le noir de bouquin, le gros noir, là. Et je trouve qu'il est un peu plus difficile d'accès. Je trouve que celui-là, il est bien pour commencer à s'entraîner, à avoir les bases et tout. Je trouve ça pas mal. Ouais, peut-être micro... Ouais, oui, c'est ça, c'est un truc plus anglais et tout. Mais j'avais feuilleté, j'avais moins accroché. Mais après, c'est peut-être une histoire de goût. Je trouve que celui-là, il était plus facile, quoi. Bon, du coup, je vous souhaite une bonne journée à tous. Puis après, je suis disponible sur les réseaux sociaux si jamais vous avez 3 questions. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.